Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup moins de montage pour deux raisons. La première, c'est que j'ai pas forcément le temps en ce moment. La deuxième, c'est que je vais apporter énormément de valeur. Donc, si vous n'avez pas le temps ou la capacité de regarder cette vidéo sans montage, dommage pour vous, mais je vous conseille de rester. Bon, cette vidéo, elle va être très simple, elle va être divisée en trois parties. La première, c'est pourquoi on procrastine. Donc, je vais donner 6 raisons non exhaustives, mais principales de pourquoi on procrastine. La deuxième, c'est comment arrêter de procrastiner, en 4 clés. Et enfin, la troisième partie, je vous donne un plan concret, donc pas de bullshit, quoi que ce soit, vraiment concret, pour passer à l'action dès maintenant, dès la fin de cette vidéo. Je ne peux pas faire plus clair, rentrons dans le vif du sujet dès maintenant. Je regarde mes notes si jamais, parce que ça me permet de faire une vidéo un peu plus construite. La première raison pour laquelle on procrastine, pas dans l'ordre forcément, mais une des premières raisons, c'est la peur de faire le mauvais choix. Donc il y a énormément d'anglicismes que vous avez déjà dû entendre. On parle souvent de FOMO, Fear of Missing Out, la peur de passer à côté de quelque chose. Et en fait, c'est normal. C'est normal d'avoir cette peur parce que choisir, c'est renoncer, comme on dit. Et donc, lorsque vous choisissez une voie, forcément, vous n'allez pas prendre l'autre. Et donc, on a toujours peur de passer à côté de quelque chose et de se dire que on se dit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et c'est jamais vrai. Honnêtement, d'expérience, c'est jamais vrai. Et vous pouvez vous demander à vous-même, ou même aux gens qui vous entourent, l'herbe paraît toujours plus verte ailleurs. Et c'est très rarement le cas. Donc, déjà, cette peur de passer à côté de quelque chose, elle n'est pas vraiment fondée. Mais le contre-coup d'avoir peur de passer à côté de quelque chose, c'est que lorsqu'on veut entreprendre un projet, peu importe ce que c'est, écrire un livre, commencer à apprendre la guitare, apprendre une langue, chercher un nouveau travail, on va essayer d'être trop perfectionniste. Encore une fois, désolé pour ceux qui ne sont pas fans des anglicismes, il y a un anglicisme parfait qui matérialise tout ça, c'est la phrase « paralysis by analysis ». Donc, on pourrait traduire par la paralyse de l'analyse. C'est-à-dire qu'on va tellement analyser quelque chose, on va tellement le surétudier, on va tellement essayer de maximiser, d'optimiser toutes les éventualités, les critères, les rouages, tout ce qu'on veut, que, en fait, une fois qu'on devra passer à l'action, on n'aura plus d'énergie, ou alors on n'y arrivera jamais à passer à l'action parce qu'on n'aura jamais atteint le projet parfait. C'est pour ça que vous avez, par exemple, je prends l'exemple de la finance. Lorsque j'ai voulu commencer à investir dans l'immobilier, en bourse, je suis tombé sur plein de forums où il y avait des experts qui savaient tout vous expliquer de A à Z, qui connaissaient la loi par cœur, exactement, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Ok, ben, toi, qu'est-ce que tu as investi? Ah non, moi, rien. Et en fait, c'est des gens comme ça qui sont des très bons théoriciens, mais qui, en pratique, ne font jamais rien. Et la vérité, c'est que la procrastination, c'est pas une question de théorie, c'est une question de pratique. Vous devez faire des erreurs et vous allez en faire. Et ça, je vous apprends rien, mais moi, combien de fois j'en ai fait, et peut-être même que j'en ferai encore des centaines, d'ailleurs, c'est sûr. Mais passez à l'action. N'essayez pas de tout théoriser, d'anticiper toutes les éventualités. Dans tous les aspects de la vie, ça n'arrivera jamais. Il y a des gens littéralement presque dont c'est le métier d'ailleurs, les risk analysts, d'essayer d'empêcher les risques, et qui d'ailleurs n'y arrivent pas forcément très bien. Bon, désolé pour ceux qui sont dans cette branche. Ce que je veux dire, c'est que même pour ceux dont c'est le métier, on ne peut pas prédire l'avenir, on ne peut pas prédire les éventualités. Donc, dans le doute, lancez-vous quand même. Tout ce que j'ai dit, en fait, ça pourrait se matérialiser par une phrase très simple qui est que le bien est l'ennemi du mieux. Non, pardon, le mieux est l'ennemi du bien. Sinon, ça veut rien dire. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc, c'était une phrase de Montesquieu. Ça traduit ce que je viens de dire, en fait. C'est que parfois, on pourrait avoir quelque chose de bien. Et on se dit, si j'augmente un tout petit peu ce truc, ou si je diminue un peu la luminosité de ma vidéo, si machin. Non. Il y aura toujours des trucs mieux à faire. Moi aussi, si j'avais pas bégayé il y a 15 secondes, peut-être que mon watch time aurait augmenté de 1%.
ok, bon, au bout d'un moment, il faut que cette vidéo elle se poste, et si elle reste dans ma tête, c'est sûr que je ferai moins de vues que si elle est sur YouTube. Donc, lancez-vous. La deuxième erreur, bien généralement, c'est que on n'a pas de deadline. Alors, je vais quand même nuancer mon propos dans le sens où c'est normal parfois sur certains projets qu'on n'ait pas de deadline. C'est-à-dire que si on essaie d'écrire un livre et qu'on est auto-éditeur, bah forcément, il y a des personnes qui vont nous dire « Ah bah attention, si tu m'as pas rendu ton projet d'ici le 10 janvier 2025, je pourrais pas t'éditer la deuxième partie de ton livre. » Bon, on s'en fout. C'est normal de ne pas avoir des deadlines pour tout, on est des humains. Mais je vais vous expliquer pourquoi en fait ce procédé de ne pas avoir de deadline, ça influence notre cerveau, pour la simple et bonne raison que lorsque on n'a pas de deadline, on est soumis à quelque chose qui s'appelle la loi de Parkinson. Alors, c'est une loi pour dire pas grand-chose, même si c'est quelque chose qui a été énormément étudié, mais la loi de Parkinson, ça veut tout simplement dire que la nature a horreur du vide. Et donc, que c'est pour ça que vous avez des hôpitaux, des prisons, qui sont toujours pleins, parce qu'en fait, on aura beau en créer, bah, on va toujours trouver un moyen de le remplir. Et avec notre temps, c'est pareil. Plus vous avez de temps pour faire une tâche, plus vous allez trouver le moyen d'espacer tout ce que vous avez à faire dans ce laps de temps. Parkinson, donc celui qui a dicté cette loi, il prend l'exemple d'une femme qui doit, pour seule mission de sa journée, envoyer une lettre à la poste. Et il explique qu'en fait, cette femme, elle va passer 30 minutes à choisir son timbre, 30 minutes à trouver ses lunettes, 90 minutes à écrire la lettre, 30 minutes encore à choisir la couleur de l'enveloppe, etc., et qu'elle va faire en sorte, inconsciemment, que cette tâche lui prenne toute sa journée. Et pour tout projet, en fait, c'est pareil. Si on vous donne 1 an pour faire quelque chose, et on vous donne 2 mois, vous allez forcément travailler de manière différente si vous avez 2 mois ou 1 an. Et pourtant, le projet est réalisable dans ces 2 laps de temps. Donc le fait de ne pas avoir de deadline, ça fait que vous espacez surtout votre temps. Le problème, c'est que quand on n'a pas de deadline, le temps qu'on a, c'est le temps d'une vie. Et donc forcément, personne n'a envie d'attendre toute une vie pour pouvoir réaliser ses projets. En tout cas, moi, j'en ai pas la patience. La troisième chose, c'est la perte de concentration. Ça, c'est un problème qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus d'actualité. Bon, je n'ai pas connu les années 60 ni les années 80, donc je ne sais pas quelle était la capacité de concentration de nos aïeux. J'entends souvent que notre génération et la génération d'après ont des fortes faiblesses de concentration, et c'est très peu étonnant, ça ne me surprendrait pas que ça soit le cas, tout simplement à cause des réseaux sociaux notamment. Dans ma dernière vidéo, je parle notamment d'une application qui s'appelle Forest, qui coûte 5 €. Et c'est une application, en fait, je ne vais pas réexpliquer, mais qui permet de vous aider à vous concentrer et de ne pas checker votre téléphone toutes les 5 minutes. Parce que c'est généralement aussi ce qui nous empêche de mener à bien un projet. Donc, si vous voulez plus de détails, regardez ma dernière vidéo. Mais voilà, essayez de travailler, si vous en êtes conscient, sur vos problèmes de concentration. Parce que généralement, lorsqu'on se met enfin un projet et qu'au bout de 5 minutes, on est déconcentré parce qu'on reçoit une notification ou parce que ah, j'aimerais bien scroller un peu ou mince, il faut que j'aille sur l'appli météo. Il fait combien, il faut voir il fait combien demain. En fait, votre cerveau, il va être très fort pour inventer des choses qu'il a besoin absolument de voir. Ah, j'ai pas regardé combien il faisait demain. On s'en fout en fait. Tu peux le faire dans 1 heure. Donc, essayez de regarder ce genre d'appli. Moi, pour moi, Forest marche très bien. Je sais qu'il y a Opal, dont on a beaucoup parlé. L'abonnement annuel est beaucoup plus cher. Et c'est beaucoup plus restrictif, c'est-à-dire que c'est vraiment un sevrage hyper puissant de votre téléphone. Mais si vous êtes en mode Warrior, en mode Winter Arc, ça peut être super pour vous. La quatrième raison, c'est la peur de l'échec. Alors la peur de l'échec, je vais vous donner un exemple. Vous avez sûrement connu une personne au lycée, d'ailleurs je pense que j'en sais un peu partie, qui attendait le dernier moment pour réviser. Qui disait ah, moi j'ai révisé voilà hier soir ou j'ai révisé cette nuit, j'ai pas révisé du tout avant. Et je vais vous dire très simplement pourquoi je faisais ça. Tout simplement parce que lorsque l'on n'a pas confiance en nous, on a peur de l'échec forcément. Et donc moi comme j'avais peur de l'échec, je me disais bah si je révise au dernier moment mon examen, si je le réussis, je passe pour un génie parce que j'ai révisé au dernier moment. Et si je le rate, bon, je passe pas trop pour un con parce que j'ai révisé au dernier moment. Donc j'ai à la fois une excuse en cas d'échec et un argument en cas de victoire. Et donc en fait, il y a une phrase de Pascal, alors qui n'est pas à utiliser dans ce contexte, mais que j'aime bien, qui est « Si vous
perdez, vous ne perdez rien, et si vous gagnez tout. Et c'est un peu ça en fait. Lorsqu'on a peur de l'échec, et ben en fait, on procrastine parce que si on ne perd rien, on ne passe pas pour un loser. Et si on gagne tout parce qu'on passe pour un génie, celui qui a réussi à faire en un mois un travail qui lui était destiné en un an. Mais en fait non, non, on passe pour quelqu'un qui procrastine et qui ne sait pas organiser ses projets. C'est ça la réalité des choses. Outre la peur de l'échec, il y a aussi, paradoxalement, la peur de réussir. Alors la peur de réussir, comment ça se concrétise? En fait, tout simplement, l'être humain cherche du confort et redoute le changement. Alors, ces deux choses, ça a été vérifié. La première, c'est que la résistance au changement, je vous invite à regarder sur Google si vous voulez explorer le sujet davantage, mais c'est quelque chose qui a été extrêmement théorisé, d'abord en entreprise, et personnellement, moi je le vois tous les jours dans la boîte où je travaille, c'est que dès qu'il y a le moindre truc qui change, et même si on ne sait pas si ça va être une bonne chose ou une mauvaise chose, dès qu'il y a un changement, les gens ne le supportent pas. C'est humain, ça a été super théorisé, on est tous soumis à la résistance au changement, et les gens, c'est le métier de réussir à contrecarrer ces biais pour dire, ok, bon bah on sait qu'il va y avoir un changement, voilà comment on va vous préparer. Et la perte de confort, bah, je vous apprends rien, forcément, on aime bien rester dans notre confort. Mais le confort, c'est un piège, j'en ai déjà parlé énormément sur cette chaîne, il y a longtemps, je l'avoue. Et en fait, il faut réussir à travailler ce muscle, c'est une sorte de muscle, de sortir de sa zone de confort. Et donc, en fait, parfois, dans cette peur de réussir, bah, on va avoir peur que les choses changent ou peur de casser notre routine. Et donc, inconsciemment, on ne va pas donner notre plein potentiel sur nos projets. La dernière raison, c'est que aussi, je ne sais pas si cela s'applique à tout le monde, mais cela s'applique à beaucoup de gens avec qui j'ai échangé, c'est que nous aimons travailler dans l'urgence. Donc encore une fois, je vais sortir mon anglicisme, mais là ça se traduit littéralement en français. Il y a certaines personnes qui sont des adrenaline junkies, des accros à l'adrénaline, qui ont besoin de ressentir cette pression que l'on a lorsque on a un examen le lendemain et qu'on n'a pas du tout révisé, qu'on doit passer la nuit à réviser. Là, on va avoir cette sensation de surperformer. C'est normal parce qu'on va avoir de l'adrénaline, on va avoir toutes nos hormones qui seront en ébullition et on va avoir le besoin de mettre l'intégralité de notre capacité de concentration sur notre projet. Le problème, c'est que ça, à terme, c'est pas une méthode de travail qui est viable et ça marche bien pour des petits projets comme réviser un examen ou quoi que ce soit. Si vous devez écrire un livre, vous n'allez pas le faire en une nuit. Et si vous le faites en une semaine sans dormir, je doute du résultat qui sortira de votre main. Bon, ça c'était du coup les 6 principales raisons non exhaustives de pourquoi on procrastine. Maintenant, on va rentrer dans la partie qui est comment arrêter de procrastiner en 4 clés. Donc cette partie en 4 clés, déjà je veux juste faire une nuance sur le fait que pour moi il y a différents types de procrastination qui est d'une part la procrastination à court terme et la procrastination à moyen et long terme. Donc pour moi court terme c'est là je suis dans mon lit, j'arrive pas à me lever ou alors je suis assis sur mon canapé, il faudrait que j'aille prendre ma guitare pour... C'est des choses qu'on peut actionner directement. Et donc pour moi j'ai une méthode très simple qui est la méthode du 1, 2, 3. Vous comptez dans votre tête jusqu'à 1, 2, 3, et vous le faites. Ça paraît con, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est très intéressant comme concept. Bon, déjà, ça sort pas de ma tête, c'est des choses que j'ai lues et appris. Et en fait, pourquoi ça marche? Ça marche parce que lorsque vous dites 1, 2, 3, vous allez donner un point de départ à votre cerveau. Vous allez lui donner un cadre. À défaut de ne pas avoir de deadline et de point d'arrivée, vous allez avoir un point de départ. Et donc votre cerveau, quand vous dites 3, il se dit « Ah d'accord, là c'est le début ». Parce qu'en fait, si vous ne lui donnez pas un début, il va se dire « Ah bah le début, ça peut être maintenant, ça peut être dans 1 heure », et donc vous allez procrastiner et ne jamais faire ce que vous allez faire. Alors que si vous dites 1, 2, 3, et vous ne le faites pas, il va dire « Bah je comprends pas, là c'est le début et je suis encore allongé dans mon canapé en train de regarder le 8e épisode de Netflix de la journée ». Donc vraiment, essayez et faites-moi un retour, et je vous garantis franchement que ça, ce petit truc, ça va changer votre vie. La deuxième chose, la deuxième clé,
c'est comment créer une habitude. Donc j'ai déjà parlé sur cette chaîne de comment créer une habitude et aussi du livre Atomic Habits, même si pour moi c'est un livre qui est bon mais qui n'est pas exhaustif dans sa manière de créer une habitude, mais je vous le conseille quand même. Donc Atomic Habits c'est, en français c'est le pouvoir de l'habitude. Et donc en fait, en gros, ce livre explique que pour créer une habitude, il faut créer une micro-habitude pendant au moins 60 jours. C'est-à-dire faire la même tâche pendant au moins 60 jours. Donc par exemple, si vous voulez mettre à méditer, méditez au moins 1 minute par jour pendant 60 jours. Et en fait, la plupart du temps, on se dit, méditer 1 minute par jour, franchement, je peux le faire. Mais vous serez surpris de combien de personnes n'y arrivent pas. Et en fait, pourquoi les gens n'y arrivent pas? Parce que généralement, on se dit là j'ai réussi lundi à méditer 1 minute, mardi à méditer 1 minute, tiens, je me sens chaud aujourd'hui, je vais faire 10 minutes. Et ensuite, le jeudi, on se dit hier j'ai médité 10 minutes, donc c'est bon, ça me fait ça me fait ma méditation pour les 10 prochains jours. Ça ne marche pas. Si vous décidez de faire plus que ce que vous devez faire en une journée, ça ne doit pas rattraper ce que vous allez manquer par la suite. C'est trop facile. Donc, je vous promets, si vous voulez vous mettre à méditer, peu importe le projet, essayez de faire 1 minute par jour. Et ne vous dites pas, ça me sert à rien de faire 1 minute par jour, je vais rien apprendre, si je fais 1 minute de guitare par jour, bon, vous n'êtes pas obligé de faire 1 minute, vous pouvez faire 5 minutes, 10 minutes. Oui, c'est sûr que vous allez moins apprendre que si vous passez 1 heure. Par contre, sur l'échelle de vie, vous allez vous créer une habitude saine, qui va vous donner un cadre, et vous aurez un moment où à terme, vous saurez, non, là, il est 7h30 du matin, je sais que c'est le moment où je fais mes 10 minutes de yoga. Il faut réussir à créer des habitudes. La troisième clé, c'est plus une clé, on va dire, mentale. C'est tout simplement de se rendre compte de la valeur ajoutée que vous gagnez en ne procrastinant pas. David Goggins dans Can't Hurt Me, qui est d'ailleurs l'une des vidéos qui est la plus vue sur ma chaîne, il parle d'une chose toute simple, il dit « C'est devenu tellement facile d'être exceptionnel aujourd'hui parce que il y a juste à faire ce que la plupart des gens ne font pas. » Et ce que la plupart des gens ne font pas, ça ne veut pas dire courir 200 km par semaine ou jouer 20 heures de guitare par jour. Non. Faire ce que la plupart des gens ne font pas, c'est juste dire faire les choses par discipline et même lorsque l'on n'en a pas envie. Donc, dès lors que chaque jour, vous arrivez à méditer 1 minute par jour, même quand vous n'en avez pas envie, quand vous êtes fatigué, que vous avez la flemme et que vous arrivez à créer cette habitude, vous avez déjà gagné. Vous faites déjà plus le travail que 99% des gens. Et je n'exagère pas. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Alors à moins que autour de vous, ça soit Elon Musk, Jeff Bezos, etc. Mais je ne sais pas où vous regardez cette vidéo. Honnêtement, regardez autour de vous. Et c'est pas... Ne regardez pas avec un mauvais œil. Dites pas, oui, mais mes amis, c'est tous des branleurs. Non, c'est pas ça que j'essaie de vous dire. Mais juste, rendez-vous compte que si vous faites le travail minimum, vous serez déjà au-dessus de 99% des gens en termes de travail. Et ça, je n'exagère pas là-dessus. Enfin, le dernier point, c'est que rater un jour de l'objectif que vous étiez tenu, de ce que vous vouliez faire aujourd'hui, ça ne ruine pas l'intégralité de votre effort. Je prends l'exemple, moi quand je me suis mis à la course à pied, je regardais des vidéos qui expliquaient que en fait, si vous voulez courir des ultra-trails et qu'on courait pas minimum 1 fois par jour, en fait, ça servait à rien, on allait juste s'esquinter la santé le jour de la course. Ok, mais en fait, ce que ces vidéos ne disent pas surtout, c'est que oui, si vous courez 6 fois par semaine, c'est moins bien que courir 7 fois par semaine, mais si vous courez 1 fois par semaine, c'est surtout mieux que courir 0 fois par semaine. Et donc, à partir du moment où vous faites 5 minutes de quelque chose, c'est mieux que de le faire 0 minutes de quelque chose. Et donc, arrêtez ceux qui font des vidéos en disant, oui, si tu fais pas au moins 30 minutes de méditation par jour, machin, non. Si tu le fais 1 jour par semaine, c'est mieux de le faire 0 jours par semaine. C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est pas de le dire, si tu rates 1 jour, ça va être compliqué pour toi. Sinon, forcément, c'est démotivant, c'est démoralisant, et je ne sais pas vraiment ce que les gens essayent d'atteindre en disant ça aux gens.
si ce n'est de les décourager. Bon, rentrons dans le vif du sujet, qui est le plan concret pour arrêter de procrastiner. Ça va être très simple, très concret. La première étape de ce plan, c'est d'avoir un plan. Donc, c'est-à-dire, quand je dis avoir un plan, c'est qu'est-ce que vous voulez faire comme projet? Est-ce que vous voulez écrire un livre? Est-ce que vous voulez apprendre à jouer de la guitare? Est-ce que vous voulez apprendre le chinois? Est-ce que vous voulez devenir meilleur pour séduire? J'en sais rien. Est-ce que vous voulez être meilleur en mathématiques à l'école? Voilà, votre projet, il est là-dedans de toute façon. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en avez forcément en tête. La deuxième chose, c'est d'avoir une deadline. Alors, selon les cas, c'est plus ou moins facile, parce que cette deadline est imposée par le contexte, par le cadre. Si c'est par exemple un examen, bah voilà, vous savez que l'examen il tombe tel jour, là vous avez votre deadline. Si c'est apprendre la guitare, c'est un peu plus compliqué. Il faut se créer la deadline. Par exemple, démarcher des salles, dites-leur, bah, est-ce que je pourrais jouer en concert dans 6 mois chez vous? Et vous allez me dire, bah, c'est complètement con, pourquoi je fais ça si je sais pas jouer la guitare? Je vais vous dire une chose. Donc j'ai commencé à courir en août 2023. Je m'étais inscrit en août 2023 pour un 83 km, une course de 83 km en mars. Donc 6 mois après, grosso modo. Je savais même pas courir 5 km. Je me suis dit, et je vous jure que le fait d'avoir cette deadline, ça fait que je suis allé courir tous les jours, même lorsque je n'avais pas envie, même lorsqu'il faisait froid, qu'il faisait moche, etc. Et j'ai réussi à courir. Et d'ailleurs, j'en parlerai plus tard, mais j'ai même fait des courses encore plus dures et encore plus exceptionnelles, parce que j'avais cette deadline, je savais où était le cadre de ma pensée. Donc, je récapitule pour l'instant. Avoir un plan, avoir une deadline, ce plan, il faut le découper le plus possible en sous-étapes. Et dans ces sous-étapes, il faut que vous ayez des objectifs quantitatifs. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez monter votre site internet, faut pas que votre objectif, ça soit avancer sur la page d'accueil. Ça veut dire quoi, en fait? Il faut que... Ça, c'est un objectif qualitatif. Il faut que votre objectif soit quantitatif. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez monter un site, je reprends le même exemple, par exemple, écrire le titre d'introduction ou écrire 500 mots sur la description de mon site ou trouver les 3 couleurs qui vont définir la charte graphique de mon site. Enfin, voilà, des objectifs quantitatifs, pas des trucs où votre cerveau va se dire bah là ça veut tout rien dire. Pareil, si vous écrivez un livre, votre objectif il sera plus du style écrire 300 mots ou écrire 3 pages plutôt que d'écrire avancer sur mon livre. Ça veut rien dire, vous n'allez pas comprendre et ça va être démotivant parce que votre cerveau, si vous mettez juste comme objectif avancer sur un livre et que vous écrivez 3 pages, il va se dire ah mais j'aurais pu en écrire 10. Donc, mettez des objectifs quantitatifs. Donc pour l'instant, plan, deadline et sous-étape. Et la dernière chose, c'est de bloquer vos sous-étapes dans un agenda, en ligne, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, sur votre calendrier mural, tout ce que vous voulez. Il faut que vous ayez un agenda. Si vous n'en avez pas, investissez dans quelque chose. Le moyen que vous utilisez le plus, donc est-ce que c'est le papier, est-ce que c'est le téléphone, est-ce que c'est l'ordi? Moi, c'est énormément sur l'ordi. Sur le téléphone, ça marche pas du tout, personnellement. Mais il faut que vous ayez un agenda pour savoir ce que vous devez faire dans la journée. D'ailleurs, j'en reparlerai dans une autre vidéo, je pense, mais chaque matin, moi, j'écris dans mon journal quels vont être mes objectifs de la journée. Donc, c'est encore autre chose de mon agenda, mais il faut que vous ayez en tête ce que vous allez devoir faire aujourd'hui. Bon, personnellement, c'est comme ça que ça marche. Il y en a qui arrivent très bien à être un peu des monstres de désorganisation et que j'ai jamais compris comment ils avaient cette force mentale d'arriver à structurer leur journée sans rien autour. Moi, j'ai besoin d'avoir ce cadre pour ne pas procrastiner. Et si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous en avez besoin aussi. Donc, 4 étapes clés. Plan, deadline, sous-étape, agenda. Maintenant, si je vous dis de mettre cette vidéo en pause, votre cerveau va trouver 1000 bonnes raisons de ne pas le faire. Peut-être qu'il va vous dire pourquoi j'écouterais un mec qui a 840 abonnés ou qu'est-ce que j'en sais que cette méthode est légitime,
ou non, aujourd'hui je peux pas, j'ai un peu mal à la tête, ou ah mais je dois partir chez le médecin dans 20 minutes, enfin bref. Vous me direz quelle est l'excuse que votre cerveau est en train de créer, parce que je sais qu'actuellement il est en train d'en créer une. Et donc, si je vous dis de mettre cette vidéo en pause, il y a beaucoup de chances que vous ne le fassiez pas. Donc, je vais pas vous dire de mettre cette vidéo en pause. Par contre, je vais vous demander de devoir rendre des comptes. Si vous voulez vous lancer dans un projet, parlez-en autour de vous. Dites à vos proches, à vos amis, à votre famille, à votre copine, à votre entourage professionnel, je vais faire ça. Je vais créer ce projet, je vais écrire un livre, je vais apprendre la guitare, je vais apprendre l'anglais, je vais tout ce que vous voulez. Et dites-le dans un contexte sérieux. Ne le dites pas après 852 coupes de champagne au Nouvel An, ah, je vais apprendre l'anglais, je suis trop motivé. Ça marche jamais. Dites-le dans un contexte sérieux, regardez vos proches droit dans les yeux et dites-leur, je vais accomplir ça. Et si vous ne savez pas à qui en parler, le premier endroit où vous pouvez le faire, c'est ici, en commentaire. Et moi, je vous demanderai de rendre des comptes. Je vais pas venir toquer chez vous à votre porte, ne vous inquiétez pas. Je vous demanderai par commentaire de rendre des comptes. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez juste passer à une autre vidéo et laisser un peu tout ce que j'ai dit sombrer dans l'oubli? Ou est-ce que vous allez passer à l'action? Le choix est entre vos mains. C'était Mathieu. À la prochaine. Ciao, ciao.